C'est cette capacité. Par exemple, vous pouvez faire des OGM, la biologie vous dit que c'est possible. Est-ce que vous devez en faire? C'est une question à laquelle la biologie ne répond pas. Et donc, vous devez utiliser d'autres sortes d'arguments pour répondre à cette question. Et donc, on a toujours cette idée que l'éthique commence au moment des applications. Et mon point de vue, c'est qu'elle commence bien en amont. C'est-à-dire qu'elle commence déjà dans la façon de dire les théories physiques. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous les disons mal, nous les penserons mal, ce qui pourra ensuite créer des malentendus qui auront des implications éthiques. Or, j'observe qu'à chaque fois qu'il y a eu une révolution importante en physique, il y en a eu beaucoup, il y en a eu trois. La relativité astreinte, la mécanique quantique et la relativité générale. Il y a eu trois révolutions qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui ont surtout résisté à l'épreuve d'un nombre incroyable de découvertes qui ont été faites par la suite. Ce qui est remarquable, par exemple, avec la théorie de la relativité ou avec la mécanique quantique, c'est qu'elles n'ont pas changé alors que le mobilier ontologique que la physique a aperçu dans l'univers s'est considérablement transformé. Au moment où on met sur pied la physique quantique, on ne connaît que trois particules qu'on croit élémentaires, qui sont le proton, le neutron et l'électron. D'ailleurs, la mécanique quantique s'était élaborée avant la découverte du neutron. Et puis elle a résisté à l'apparition de nouvelles particules, les muons par exemple, les pions, à la découverte de nouvelles interactions fondamentales. Dans les années 20, on ne connaissait pas les forces nucléaires. Donc le fait que cette théorie ait résisté à autant de découvertes est sans doute le signe qu'elle correspond à une structure de pensée ou un formalisme capable de toucher des éléments de réalité. Je ne dis pas de décrire la réalité, ce serait exagéré, mais de toucher la réalité, sans quoi on ne serait pas capable d'expliquer sa très grande efficacité. Mais regardez comment on présente dans les Vulgates la mécanique quantique. On la présente non pas du tout comme une révolution, on la présente comme une évolution. Prenez par exemple la façon dont on définit le principe d'incertitude de Heisenberg dans les manuels de philosophie terminale, ou même dans la plupart des livres de vulgarisation. On dit le principe d'incertitude de Heisenberg dit qu'on ne peut pas mesurer qu'avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Vous connaissez cette énoncé? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Plutôt, comment le comprendriez-vous si vous étiez un élève de terminale? La physique quantique ne permet pas de mesurer la vitesse et la position d'une particule avec une précision arbitraire. Sous-entendu, les particules ont une vitesse et une position bien définies. Ce sont des corpuscules. Mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les mesurer. S'ensuit une digression sur la limitation du pouvoir de connaître qu'implique la mécanique quantique. Même des ouvrages de philosophie entiers là-dessus. Or, comme vous le savez, c'est un contresens total. Ce que dit la mécanique quantique, ça n'est pas qu'on ne peut pas mesurer la vitesse et la position des particules. Elle dit que les particules quantiques n'ont pas une vitesse et une position bien définies. Et donc c'est une révolution ontologique qui change la nature des objets que la physique décrit comme réels. Ce que dit d'abord la mécanique quantique, c'est que les objets classiques, c'est-à-dire les objets que reconnaît la physique classique, n'existent pas. Ce n'est pas le même message. Et donc si on n'arrive pas à mesurer la vitesse et la position des particules, c'est pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, c'est parce que ces propriétés n'existent pas. Et c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas mesurables. Et donc vous voyez que la mécanique quantique, c'est une révolution ontologique qu'on présente comme une simple évolution de la physique, en disant ce sont les mêmes objets qu'en physique classique, mais on peut moins les connaître qu'avant. Et ça, c'est grave. Enfin, je trouve que c'est grave. Et c'est pourquoi je dis
que la bonne façon ou la façon de raconter ce que nous savons, avec le langage ordinaire, est un enjeu éthique. Puisque si on dit mal les choses, elles seront mal pensées, et cela induira des malentendus, des contresens, qui, une fois qu'ils seront enquistés dans la culture, seront très difficiles à défaire. La question que je voudrais poser est, est-ce qu'à propos du Big Bang, il ne s'est pas passé la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'en 2014, nous parlons du Big Bang à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui en cosmologie? Ou est-ce que notre façon contemporaine de parler du Big Bang n'est pas une lointaine héritière de la façon d'en parler des années 50? Autrement dit, est-ce que les années 50 n'ont pas fixé une façon de penser l'origine de l'univers dans le langage qui aujourd'hui est impossible à défaire ou même à simplement faire évoluer? Alors avant d'aborder cette question, excusez-moi, je suis fatigué en fait, donc j'ai du mal à trouver mes mots, mais vous me pardonnerez, mais là-dessus, s'il y en a. J'en ai déjà repéré deux, ça me paraît beaucoup. Ça veut dire que sur une heure, il pourrait y en avoir une bonne dizaine, je vous préviens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais interroger la notion d'origine. Parce que l'origine, c'est un mot commun et on pense qu'il a un sens bien défini. Quand vous regardez dans le dictionnaire, vous voyez qu'origine, ça renvoie à une espèce d'événement singulier qui, aussitôt qu'il est énoncé, se temporalise. L'origine, ça devient une genèse, une généalogie, une filiation, quelque chose qui se déploie dans le temps, alors qu'au départ, c'est une espèce de singularité à partir de laquelle quelque chose qui n'était pas advient. Vous savez qu'au XIXe siècle, et surtout au XXe, on a compris l'origine de beaucoup de choses. Par exemple, on a compris l'origine des atomes. On a compris que les atomes les plus légers sont formés par des interactions nucléaires dans l'univers primordial entre protons et neutrons s'il s'agit d'éléments chimiques légers. Pour les plus lourds, disons du lithium jusqu'au fer, il a fallu les étoiles, qui, par leur température élevée, sous l'effet de la compression gravitationnelle, ont amorcé des réactions nucléaires qui ont permis la fusion d'éléments plus légers. Plus lourd, pardon, et pour les éléments vraiment plus lourds que le fer jusqu'à l'uranium, il faut des étoiles massives en fin de vie qui ont épuisé leur combustible nucléaire dans l'hydrogène, qui explosent, et ces explosions qu'on appelle des supernovas engendrent tous les éléments lourds, c'est-à-dire des éléments plus lourds que le fer. Tout ça est parfaitement compris, et comme nous l'avons parfaitement compris, nous disons, nous avons compris l'origine des atomes. Et que veut dire origine dans cette phrase? Eh bien, il veut dire conclusion. Il veut dire achèvement. C'est-à-dire, il veut dire le contraire de ce qu'on, le langage commun, accorde comme signification au mot origine. Décrire l'origine des atomes, c'est décrire l'ensemble des processus précédant l'apparition des atomes et dont les atomes sont l'achèvement. Donc en physique, origine, ça veut dire fin, c'est la fin. Décrire l'origine, c'est décrire la fin des processus qui ont permis l'apparition de la chose dont on décrit l'origine. On peut dire la même chose des étoiles, on peut dire la même chose des molécules, on peut dire la même chose de l'homme, on peut dire la même chose de beaucoup d'entités vivantes ou inertes, dont au XXe siècle, on a compris la généalogie. Donc ils sont le résultat final. Et quand vous vous intéressez à l'origine de l'univers, est-ce que cette façon de penser l'origine fonctionne? Si elle fonctionne, ça veut dire que vous êtes capable de dire de quoi l'origine, de quoi l'univers est l'achèvement. Si vous utilisez la même méthode pour comprendre l'origine des atomes et l'origine de l'univers, vous devez dire de quoi l'univers est l'achèvement. C'est-à-dire qu'avant l'univers, il y a un processus d'événements, suite d'événements, dont l'aboutissement est l'univers.
Mais si, avant l'univers, il y a eu quelque chose, c'est que l'univers était d'une certaine façon déjà là. Et donc ce que vous décrivez, ça n'est plus l'origine de l'univers. Et donc, première remarque, il faut faire la distinction entre les origines relatives, qui permettent de montrer comment une nouvelle chose s'est insérée dans une trame historique qui l'a précédée, et l'origine absolue, qui est celle de l'univers, qui ne peut pas être pensée comme l'effet d'une cause qui l'aurait précédée. Autrement dit, penser l'origine de l'univers, c'est d'abord penser l'absence de l'univers. Penser l'origine de l'univers, c'est penser comment ce qui n'est absolument rien, c'est-à-dire comment l'inexistence de toute chose a pu devenir une première chose.